Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Romain Kuzniak, CTO d'Open Classroom. Romain a plus de 10 années d'expérience dans le milieu de l'informatique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Open Classroom, c'était connu avant sous le nom du site du zéro, et Open Classroom est aujourd'hui la plus grosse plateforme francophone d'e-learning au monde, avec plusieurs millions de visites par mois, où vous allez pouvoir retrouver des cours sur le développement, l'entrepreneuriat, la vente, la gestion de projet, le management et bien plus de sujets encore. Bonjour Romain. Bonjour Yann. Comment ça va? Ça va très bien. Avant de revenir sur ton parcours, je voudrais savoir tout simplement sur quoi tu travailles en ce moment chez Open Classroom. Sur plein de choses. Dans ce métier-là, on travaille sur plein de choses. Il y a des choses qui sont à plus long terme et plus stratégiques et des choses plus opérationnelles. Côté opérationnel, on travaille beaucoup sur l'alternance chez Open Classroom ce matin. D'accord. C'est-à-dire que nos formations sont en ligne et reconnues par l'État, mais maintenant on propose de plus en plus une mécanique d'alternance. Donc les gens sont en entreprise et étudient aussi chez Open Classrooms. Donc il y a beaucoup de choses à faire autour de cela. Et au niveau de mon rôle de CTO, on travaille sur du recrutement bien sûr. Tout ce qui est... là en ce moment on travaille sur affiner un petit peu nos métriques. Et puis sur la grille des compétences dans l'équipe. Voilà mes sujets. D'accord. Quelles sont les métriques qui comptent pour Open Classroom? Pour Open Classroom ou pour un CTO? C'est pas la même chose, c'est différent, c'est pas les mêmes métriques? Il y en a qui se ressemblent, il y en a qui influent forcément, mais après on en a des spécifiques. Pour Open Classroom, les métriques les plus importantes, c'est on a un vrai objectif sur le nombre de gens qu'on va placer dans l'emploi d'ici 2025, donc c'est un point qui est important. On a les compétences acquises par les étudiants, on a le revenu bien sûr, la satisfaction client et des métriques sur aussi notre développement à l'international. D'accord. Comment vous faites pour mesurer la satisfaction client? C'est des avis? Alors, il y a des mécaniques qui s'appellent le NPS. Donc après, on peut avoir des débats, c'est toujours compliqué de mesurer la satisfaction client. Il y a une métrique qui est un petit peu plus, connue et documentée, qui est le NPS. Donc on demande de 0 à 10, est-ce que vous recommanderiez Open Classroom à un collègue? Je le vois tout le temps. Comment ça marche? Ceux qui mettent 9 ou 10, c'est des promoteurs. 7 ou 8, c'est des neutres, et en dessous, c'est des détracteurs. Et donc, on fait la somme des promoteurs moins celle des détracteurs, ça donne un pourcentage qui va un indice qui va de moins 100 à plus 100, et moins 100, ça veut dire que tout le monde est détracteur. Et alors, nous, le NPS, on le fait, on a plusieurs personnes qui interagissent avec Open Classroom. Les étudiants, on a aussi une communauté de mentors, d'auteurs, de partenaires B2B. Donc, on ne le limite pas jusqu'aux étudiants. Ça a une grande part dans la satisfaction, mais on essaie de l'élargir aussi à toutes les personnes qui, à un moment, ont une interaction avec nous, qui soit visible ou non. D'accord. Ok. Revenons un petit peu en arrière sur ton parcours. Ouais. Tu as fait un IUT dans l'informatique et le système d'information. Ouais. Est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi de travailler dans le milieu de l'informatique? Pas du tout, non. Pas du tout? C'est vrai? Moi, à la base, je faisais beaucoup de sport et beaucoup de musique. Ouais. Donc, j'avais un groupe, tout ça. Donc, tu jouais quoi? moi, je faisais de la guitare et du chant. Voilà. Mais c'était un groupe de hip-hop, donc c'est un peu bizarre. Je vais demander les vidéos et les sons. On est sur Spotify. Mais c'est vrai, c'est quoi le nom? Ça s'appelle The Vintage Classics, mais c'est des guitares. Ouais. Okay. Et en fait, au début, je me suis vraiment dirigé sur les milieux artistiques et l'ingénierie du son. Donc j'étais ingénieur du son pendant plusieurs années, ingénieur du son en studio. Je travaillais avec les artistes pour faire des albums, enregistrer. Je travaillais aussi pour moi. Au bout de quelques années, je me suis rendu compte que j'avais plus le temps de faire de la musique pour moi. Parce que quand on fait de la musique pour les autres, c'est compliqué. Après avoir entendu de la musique pendant 12 heures, de dire, Un manque de motivation. C'est un métier très très dur, les gens ils imaginent pas. On bosse tous les jours, on arrive à 9h, on finit à 2h du mat, le samedi, le dimanche, à Noël. Mais c'est passionnant, on vit des aventures passionnantes. Donc j'ai arrêté, j'ai pris un petit job à la Fnac et je faisais de la musique, des concerts, on enregistrait pas mal de trucs. J'ai essayé de vivre au maximum cette passion-là. C'est compliqué de vivre de la musique en France. Et j'avais commencé à faire, le site web de mon site et je trouvais ça fun, de mon groupe et je trouvais ça fun.
arrive 2008, la crise un peu. Moi, voilà, je suis vendeur temps partiel à la Fnac, c'est compliqué. Et pour être honnête, je croise un de mes anciens camarades de classe, enfin un ami, quoi, et il me dit, ouais, ce soir, je fête ma démission. Je fais, comment ça, tu fêtes ta démission? Moi, à la Fnac, il y avait eu le gros plan de licenciement, 400 personnes mis de côté. Je fais, comment ça, ta démission? Ça se fête une démission? Il me dit, bah, j'ai mis mon CV sur Monster à l'époque et j'ai eu 48 offres en 2 jours. Et il a changé de job. Et il dit, bah, il était développeur. Et je me suis dit, c'est un truc que j'avais adoré faire. C'était du développement un peu web, c'était pas très compliqué. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une reconversion? Et en fait, ce que j'ai découvert dans l'informatique, c'est très différent de l'image qu'on peut avoir pour ceux qui pratiquent pas. On pense que c'est des gens qui font du code et qui sont vraiment techniques. Mais finalement, c'est un métier, on apprend le métier des autres. C'est vrai, il y a beaucoup d'empathie. C'est pas de l'empathie, c'est qu'à un moment, on doit développer une application pour aider un métier ou pour vendre quelque chose. Et donc, le développeur, il se doit de comprendre fonctionnellement comment ça marche. Moi, je sais qu'un des premiers postes sur lequel j'étais, c'était sur la DGAC, l'application qui gère les licences de pilotes d'avion. D'accord. D'accord ? Donc la réglementation, elle fait 500 pages, mais à un moment, il faut que le logiciel il réussisse à faire ces 500 pages. Et donc, au bout de quelques mois, je connaissais par cœur toutes les licences, comment les obtenir, comment les renouveler. Et mon métier, c'était de transformer le besoin en code. Et donc, en fait, j'étais devenu expert en licence de pilote d'avion. Des fois, je connaissais des gens qui, ouais, je passe mon diplôme ou ma licence. Je leur disais tout. Je connaissais bien mieux que eux. Et en fait, c'est un aspect que les gens ne voient pas. Mais notre métier, c'est de comprendre le métier des autres. Parce qu'à un moment, mais très très précisément, on connaît même mieux le métier des autres qu'eux-mêmes. Parce qu'à la fin, il n'y a pas de flou dans l'informatique. Il y a une condition, c'est oui ou non. Il n'y a pas de ça dépend. D'accord. Voilà. Et donc, j'ai fait ce DUT là en formation continue. C'était super excitant aussi de reprendre des études avec un âge un peu plus avancé. On a une vue vraiment. T'avais quel âge à ce là, je vais avoir 28 ans, un truc comme ça. D'accord. Et j'étais avec des gens qui avaient à peu près le même âge. J'étais pas avec les sorties de lycée. Et puis après, j'ai fait une SS2I, beaucoup de projets dans l'industrie, les institutions, la banque. Et après, je suis arrivé chez Open Classroom, qui à l'époque s'appelait le site du zéro. Donc, tu as fait 2 ans, c'est ça à peu près Ouais, 2 ans, c'est ça. C'est super intéressant la SS2I. C'est assez différent, c'est assez mal vu parce que, effectivement, parfois on peut avoir le sentiment d'être juste un pion et on met sur une mission. Par contre, en termes de montée en compétences, c'est très fort parce qu'on fait beaucoup de projets en peu de temps sur des projets qui peuvent être très très conséquents. Je travaillais pas mal pour les pièces détachées de Peugeot. C'était une application où le périmètre fonctionnel était énorme, la responsabilité était énorme, c'est beaucoup d'argent, les pièces détachées. C'est une application qui avait de longues années, où il y avait énormément de développeurs et ça permet de voir plein de projets différents. La frustration qu'on peut avoir, c'est que parfois on ne va pas au bout des projets ou on ne va pas au fond du fond parce que ça change, on change et on n'a pas le temps. Mais c'est très formateur, très très formateur. C'est cette frustration à toi qui t'a fait changer. Exactement, ouais. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, à un moment, on arrive à des moments où on se dit, tiens, pour améliorer les choses, il faudrait prendre plus de temps, aller plus en profondeur. On n'a pas ce temps-là. Parce qu'on n'est pas on n'est pas ce qu'on appelle client final et ce n'est pas forcément non plus la volonté de l'entreprise. Et donc, à un moment, on a de la frustration qui peut apparaître de dire mais on pourrait améliorer les choses, on pourrait être même plus efficient, fournir de la meilleure qualité, mais on n'a pas l'opportunité de le faire. Et donc, là, je me suis dit, OK, où est-ce que je pourrais avoir l'opportunité de le faire ? Et j'étais contacté par Mathieu Nebra. Et j'ai fait le premier rendez-vous. C'était assez marrant, cette histoire, parce que j'avais plein d'autres opportunités. Hein. Quand on est développeur, on a plein d'opportunités. Mais avec Mathieu, dès le premier bout d'une heure, on était en train d'écrire la feature d'après, ce qu'on allait faire. Et là, je me suis dit, bon, si avec un fondateur, ça se passe comme ça dès l'entretien, il faut que j'y aille. Du coup,
À ce moment-là, c'était le site du zéro. Ouais. Ça existait depuis combien de temps? Site du zéro, il a été fondé en 99. Mathieu, il avait 12 ans à l'époque. L'objectif, c'était quoi? Il cherchait à faire des sites internet. Il a pris des livres, il comprenait rien, c'était mal expliqué. Et il voyait qu'il y avait d'autres personnes dans son cas. Il s'est dit, je vais faire un site internet pour expliquer comment faire les sites internet. Puis il l'avait pris d'une façon beaucoup plus intelligible, beaucoup plus simple. Et au fur et à mesure, il y a eu du monde qui est venu, il a écrit d'autres cours. Et puis après, il a ouvert à la communauté pour que des personnes puissent écrire de cours. Et de fil en aiguille, une communauté s'est formée assez importante. Et quand je suis arrivé, c'était déjà un site à très fort trafic. Hein. C'était en quelle année que tu es arrivé? C'était il y a 7 ans. 2012. Ah oui. 2012, ouais. Il y avait combien d'employés à ce moment-là? Une vingtaine. 25 peut-être. Il n'y avait pas de CTO? Non. Et tu es arrivé, tu as pris le poste de CTO? Non, je suis arrivé, je travaillais sur un projet de recherche et développement qu'on faisait avec l'INRIA sur la plateforme pédagogique de demain. Et je m'occupais de gérer ce projet-là, qui est devenu le cœur d'Open Classrooms. Et en fait, assez naturellement, j'avais la responsabilité de ce projet-là. Bon, j'avais des facilités sur l'organisation. Je ramenais aussi mon background que j'avais eu sur les SS2I ou même sur d'autres métiers. Et naturellement, petit à petit, j'ai pris le poste. D'accord. Comment c'est passé et pourquoi c'est passé du site du zéro à Open Classrooms? Parce que le site du zéro, il avait été fondé en 99 par quelqu'un qui avait 12 ans. C'était pas la même image Et que l'éducation en ligne change beaucoup. Et que ça avait changé. Et avec le site du zéro, ça représentait plus ce qu'on essayait de construire. Il y avait toujours cette notion de communauté, mais on avait des besoins de professionnalisation qui ouvraient et qui étaient en fait la voie à suivre. Donc, à un moment, c'est compliqué de dire, par exemple, j'ai un diplôme du site du zéro. C'est vrai. Sur l'internationalisation, le site du zéro, ça limite. Aussi, oui. Et c'était plus non plus... on garde la philosophie de pouvoir commencer tout depuis zéro, mais aussi on a des cours où à un moment, il faut avoir déjà fait des choses avant, bien sûr. Donc on a fait ce changement-là parce qu'en fait, c'était un frein aussi à notre développement. D'accord. Et ça correspondait plus. On se retrouvait plus dans ce nom-là. Tu arrives du coup en 2012. Ouais. Il y avait déjà beaucoup de trafic. Ouais. La société générait déjà des revenus, j'imagine. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc le succès était déjà là, entre guillemets, quand tu es arrivé. Et vous l'avez continué à le faire. Ouais, alors, il y a eu quand même il y a eu plusieurs dimensions où il fallait progresser. La première dimension, c'est que c'était une entreprise assez jeune. C'est-à-dire que c'est pas parce que le site a été monté en 99, à 12 ans, il n'avait pas fondé une boîte. Donc, il y avait cette notion d'entreprise jeune et d'entreprise qui n'avait pas avant. Donc, il y avait ça à structurer, et surtout sur la partie technique. Il y avait un site qui était assez vieillissant. Donc, quand je suis arrivé, il y avait une refonte qui était en cours pour essayer de voir les années à venir. Et puis, il y avait aussi cette notion de l'éducation en ligne. Ça n'avait pas fait sa révolution et c'était toujours pas fini. C'est pas comme la musique. Musique, modèle Spotify, 10 € par mois, accès au catalogue illimité, ça va, c'est tracé, tout le monde fait ça. Là, moi, à l'époque, on vendait de la pub, des fiches écoles et des livres. D'accord. Ouais. Maintenant, on vend plus de pub, il n'y a plus de pub, plus de fiches écoles, plus de livres. Après, on a changé. On a fait des cours avec des e-books, un modèle qui est devenu premium, puis des collections de cours. Puis, on a fait des premiers parcours. Puis, en fait, on a réussi à avoir des parcours reconnus par l'État avec du mentorat, puis l'apprentissage. La complexité, elle est que on se doit de changer très vite ici. Parce que le business model et l'éducation en ligne changent beaucoup. La réglementation a changé, la culture a changé. Il y a 7 ans, personne ne se disait je vais faire une formation entièrement en ligne et puis ça sera mon diplôme. Il fallait aller à l'école. Maintenant, c'est vraiment entré dans les mœurs. Ça rentre dans les mœurs, de plus en plus.
pense qu'il y a eu beaucoup de changements culturels là-dessus, même des points de vue des institutions. On a un titre reconnu par l'État, on peut faire de l'alternance, de l'apprentissage entièrement en ligne. Légalement, ce n'était pas possible il y a 7 ans. C'est compliqué d'avoir cette reconnaissance de l'État? Ouais. Il a fait une grimace. Non, j'ai pas fait une grimace, mais oui, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est une des valeurs qu'on a. Parce qu'en fait, logiquement, ils les donnent à des écoles. C'est-à-dire, vous prenez Supinfo ou toutes les écoles privées, elles ont un titre reconnu par l'État. C'est-à-dire, il y a un dossier à monter, ils doivent vérifier la qualité. Ça a été une grande, une grande fierté de l'avoir. Parce que. Bien sûr, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance et c'est aussi une reconnaissance de la qualité. Mais il faut justifier de beaucoup de choses. Il faut justifier aussi de plusieurs promotions. Et nous, en plus, on se retrouvait avec des trucs très différents. C'est-à-dire que d'habitude, une école, c'est une promotion en septembre. Et nous, on rentre à n'importe quel moment chez Open Classrooms. Donc la notion de promotion, elle est un peu différente aussi. Donc il y avait beaucoup de choses à faire, aussi bien pour démontrer notre qualité que changer l'état d'esprit. Ok, votre promo de septembre 2015, vous pouvez nous justifier de leur entrée dans l'emploi. Parce que ce qui est intéressant quand même dans la reconnaissance, c'est on doit justifier aussi qu'on prépare des gens à un vrai métier et qu'ils trouvent un métier en ayant notre diplôme. Et ça sur plusieurs promotions. C'est pas simple. Oui, c'est beaucoup de travail. C'est pas simple. Parlons du modèle économique. Ouais. Comment vous avez fait chez Open Classrooms pour le faire évoluer petit à petit et pour ne pas se tromper? Comment vous testez tout ça? C'est compliqué comme... Ouais. Il y a une grande partie de ce qu'on va appeler la Product Discovery. Qu'est-ce que c'est la Product Discovery? Voilà. Pour ceux qui nous écoutent. La Product Discovery, c'est Open Classrooms, on a des éléments sur la plateforme qui sont stables, comme les cours. À l'époque, par exemple, les cours, c'était quelque chose qui était fait. Par contre, on a des sensations d'opportunité. De se dire, tiens, on dirait qu'il y a un besoin de faire ça. On a deux façons de le traiter. Soit on se dit, bon, bah, je vais développer la fonctionnalité, puis je vais voir si ça marche. Beaucoup de temps, c'est dur d'itérer. Soit on fait de la product discovery, c'est-à-dire qu'on essaie de créer un produit alors qu'on ne l'a pas vraiment sur la plateforme, d'avoir du feedback utilisateur, de pouvoir itérer très vite dessus, et puis au fur et à mesure d'avoir des certitudes et de développer. Je vais prendre un exemple assez simple. À l'époque, on avait des collections de cours, ça marchait bien, mais on avait la sensation que les gens voulaient aussi avoir un tuteur, un mentor. Donc on aurait pu dire, bah tiens, on va développer toute une plateforme de mentorat et ça va marcher. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Mais comment on l'a appréhendé, c'est différent. On a commencé à appeler des gens, des gens qu'on voyait qui, soit ils avaient fait des demandes. On leur dit, ok, bah, moi je vais être ton mentor. C'était Mathieu, c'était moi. Et au début, c'était genre, pose-moi n'importe quoi comme question. Ça partait dans tous les sens et petit à petit on s'est rendu compte et on faisait ça tu vois, en conf call et après on s'est rendu compte que finalement les gens voulaient être un peu plus dirigés. Voilà, j'ai un objectif, je vais aller là, donne-moi les ressources pédagogiques et suis-moi. Donc déjà là, gros changement, je suis un mentor sur le développement, je te donne des guides pédagogiques et puis je te suis sur la motivation. Ça a commencé à grossir, on gérait ça en mail. Bon, à un moment, il faut avoir une plateforme. On commençait à être limité ici. On s'est dit, bon, bah, ça serait bien qu'on puisse trouver des gens qui veuillent être mentors. Donc, il faut trouver les gens. Il faut voir qu'est-ce qui les motive, comment on organise leurs sessions, les notes qu'ils doivent mettre. Et tout ça, on l'a fait soit avec des fichiers, soit après, on était passé par une plateforme de gestion de rendez-vous de coiffeur et de séances de gym. Parce qu'on n'avait pas appris assez. Et si on allait le développer, ça allait avoir un coût et on n'aurait pas pu étirer aussi vite derrière. Et à un moment, on est arrivé aux limites du système. Mais par contre, on avait beaucoup appris, on avait beaucoup affiné notre produit. Et là, on savait que ça marchait, que ça générait du revenu, que ça générait de la satisfaction utilisateur. Et on savait ce qu'on devait développer. Et on l'a développé. Il y a eu combien de temps entre la phase de on découvre ce besoin à la phase développons la plateforme, on sait exactement ce que les gens veulent, etc. Parce qu'on a justement itéré. Je pense que pendant un an, on était... un an et demi, quelque chose comme ça. D'accord.
Parce qu'il y avait beaucoup d'apprentissage pour le Ouais. coup. Et en fait, on continue d'apprendre. Bien sûr. Et on itère, tout ça. Mais le coût initial, avec les pivots potentiels sont tellement gros, faut pas le. Vous pouvez pas vous louper, ouais. Bah, Enfin, ça serait vraiment ça serait perdre du dommage, temps ça serait parce qu'on dommage. aurait mis 3 à 6 mois de développement et pour se rendre compte qu'on aurait fait Ah ouais. quelque chose de totalement différent. D'accord. Je trouve ça super intéressant parce qu'en tant que freelance, très souvent, j'ai des gens qui m'appellent, qui ne sont pas forcément, c'est leur première entreprise, leur première ouais. startup qu'ils veulent fonder, et ils veulent un produit fini, ils veulent dire, ok, bah, je veux une application, voilà mon budget, sauf que bah, j'ai 0 client, je ne sais pas vraiment ce que je veux, je ne connais pas exactement le produit, alors qu'avec le téléphone, déjà, on peut faire plein de choses, avec un fichier Excel, on peut faire plein de choses, et petit à petit, comme ça, pour avoir cette vision et cette connaissance, c'est super important. Tu sais, je m'entords pas mal de CTO, de boîtes plus petites ou des fondateurs de boîtes plus petites. Et c'est systématiquement le point le plus important. Ouais. C'est de dire, attends, tu as plein d'idées, tu les as couchées, tu dis voilà. Mais il y a une expression en anglais qui dit take the van. Prends ton camion, va voir tes clients, comprends leurs besoins, itère, fais des propositions qui sont même du fake, quoi. C'est-à-dire, même si derrière c'est très manuel, mais apprends. Apprends et en fait, tu fais des économies de temps, d'argent. Moi, comme tu dis, j'ai des entrepreneurs, ils sont arrivés, ils m'ont montré tout leur site, voilà. J'aurais dit, fais juste ça, c'est ça qui est important. Et après, ils ont été autour de ça. Quand on s'est amusé à reprendre leur plan initial, on dit, bah en fait, il n'y a plus rien. Donc, tu aurais dépensé. Et tu n'as pas beaucoup d'argent à ce moment-là. Surtout, oui. Tout à fait. Tu as écrit un article, quelles pratiques produits dans les startups françaises. C'est pas moi qui ai écrit cet article-là, c'était comment ça s'appelle ? Quelqu'un qui avait fait une étude auquel j'avais participé, qui avait fait l'étude de 35 des pratiques produits dans 35 entreprises. C'est marrant que tu en parles parce que j'ai repartagé ces liens-là à un ami hier. C'est marrant. Ah ouais. Parce que j'ai vu sur ton LinkedIn, j'ai fait un petit peu des recherches pour préparer l'entretien. Et il y a la notion que j'ai relevée, c'était la réorganisation de l'équipe tech suite à la levée de fonds en septembre. Ouais. Comment ça se passe à ce niveau-là? Parce qu'on a beaucoup d'argent qui arrive. Ouais. Comment on se réorganise entièrement pour pouvoir du coup croître? J'imagine qu'il y a plein de changements, il y a des erreurs qui ont dû être commises. Comment ça s'est passé? Je pense que le vrai changement, c'est quand on est sur une taille d'équipe relativement réduite. Il y a beaucoup de choses qui sont implicites. Et on a appris ensemble, on a des références communes et on sait que cette erreur-là, on l'a fait. Voilà ce qu'il faut faire en amont pour ne pas la faire encore. Ce qui change quand on recrute un peu plus de monde et que l'entreprise grandit, c'est que tout ce qui était implicite, il faut le rendre explicite. Et le vrai travail qu'on a fait, il a été sur déjà cette explicitation. Tu as des exemples des choses que vous avez dû expliciter justement pour que ce soit... Tu vois, je vais te donner un cas tout bête. C'en est un parmi 200. D'accord ? Le périmètre d'une tâche. À un moment, si on n'a pas validé entre le product designer, le développeur, le product manager, quel est le périmètre exact et ce qu'on fait pas, c'est un des points où il faut se dire systématiquement, on doit avoir cette étape-là de définir précisément le périmètre. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, il y a du flou, c'est libre d'interprétation, le périmètre grossit, la tâche où on voulait mettre 2 semaines, 3 semaines, bah, finalement, elle prend 1 mois, 2 mois. Pour une valeur qu'on ne sait pas trop. C'est un exemple parmi des dizaines. Et ça, implicitement, c'est avant, tout le monde disait, bon, hein, on fait le petit meeting pour voir le périmètre, mais les nouveaux, ils ne le savent pas. Et oui. Donc, il faut le cadrer, tout ça, Ouais. il faut mettre en place des règles en quelque sorte, des guidelines. Ouais, des guidelines, exactement. Et puis, il faut communiquer là-dessus. Et l'autre point, c'est comment à un moment, tu arrives à organiser ton équipe pour pas que tu grossisses de façon verticale, c'est-à-dire c'est plus gros et ça devient plus complexe, mais de façon un peu horizontale. C'est-à-dire des équipes autonomes sur un périmètre donné où c'est beaucoup plus facile à gérer, que la réussite des uns puisse impacter la réussite des autres, mais que l'échec des uns n'impacte pas l'échec global. Quand on a une grosse équipe où il y a 20 back-end, 20 front-end, et puis c'est le pôle back-end, bah, si le pôle back-end n'est pas bon ou échoue sur des choses, c'est tout qui est pas bon.
Il y a combien de personnes aujourd'hui dans l'équipe technique? Une trentaine. Une trentaine. Ouais. C'est réparti comment? Alors, nous, on utilise, on utilise le modèle qui se standardise, hein, qui est le modèle issu de Spotify, avec des équipes où tu as tous les cœurs de métier, mais sur un axe fonctionnel et produit. Et en même temps, donc c'est une matrice, aussi une ligne qui est par métier. Donc, nous, on a ce qu'on appelle des squads, mais tu peux l'appeler feature team ou product team. Dedans, tu as un product manager, 2 product designers, 2 back-end, 2 front-end, un développeur iOS, un QA. Et tu en as plusieurs qui ont travaillé sur des parties spécifiques du produit. Et l'équipe back-end forme aussi une équipe en soi où ils ont leur propre rituel et leur propre mécanique. D'accord. Comment c'est structuré au-dessus de ça? Comment toi tu gères toutes ces équipes? Comment ça se passe? On a du middle management aussi, qui est organisé lui par domaine métier. Donc j'ai quelqu'un qui est responsable, j'ai des engineering managers qui s'occupent des développeurs, un QA director qui s'occupe des QA, un directeur technique qui a plus un objectif de veiller à l'harmonisation de la technologie et aussi le rapport avec les autres équipes. Et pour l'instant, le product design, ils sont directement en rapport avec moi, mais on avance sur un manager. D'accord. Et après, tu as énormément de mécaniques de collaboration, d'apprentissage de ce qui va pas, et c'est ça qui fait avancer les choses. Comment vous faites progresser les gens qui sont employés chez Open Classroom? Comment vous continuez de les former et vous les aidez à progresser? Parce que j'imagine que ça doit être un sujet. Certes, vous êtes une plateforme de formation, mais comment ça se passe en interne? Je suis curieux de savoir. Plein de façons différentes. Alors, par où commencer? On est une plateforme de formation et notre métier, il est aussi de comprendre les compétences nécessaires pour faire un métier. Donc, on a cette compétence-là en interne. Et en plus, les métiers qu'on fait nous, c'est des métiers qui sont généralement sur Open Classrooms. Donc déjà, on a tout ce mapping de compétences et ça nous permet de se dire pour chaque individu, ok, quelles compétences tu as, quelles compétences tu pourrais progresser, sur lesquelles tu pourrais progresser. Il y a des cours sur Open Classrooms. Parfois, il y a aussi des compétences qu'il faut aller acquérir ailleurs. Donc, c'est via des formations, des workshops, des conférences. Voilà. Après, il y a la culture a aussi un impact très fort. C'est-à-dire qu'il y a une culture assez forte de veille dans l'équipe et de partage. Donc, les nouveautés ou les choses qui peuvent être intéressantes ou comment on aborde un problème, c'est autant de sources de formation. C'est-à-dire, à un moment, on va avoir un problème spécifique. Soit on le résout avec les compétences qu'on a, soit naturellement, on va chercher les compétences pour résoudre le problème. Et donc, il y a aussi la culture d'équipe qui fait qu'il y a des formations très formalisées, bien sûr, mais il y a aussi cette culture de se dire j'ai un problème et je n'ai pas la compétence la plus simple pour le résoudre, donc je vais aller l'acquérir et ensuite la partager. D'accord. Avant de commencer l'interview, tu m'as dit une des choses importantes dans nos locaux, c'est la transparence. Ouais. Et donc là, bon, vous ne le voyez pas évidemment, mais on est dans une salle de réunion et tout est ouvert, tout est transparent. C'est des vitres, ouais. Quelle est la culture d'Open Classroom aujourd'hui? Est-ce que cette notion de transparence, j'imagine, elle est importante? Est-ce que tu peux nous parler de la culture d'Open Classroom? Tu vois, là on parlait de la progression des personnes dans l'équipe. Cette progression-là, elle est visible par tous, de chacun. Elle est indexée sur le salaire et donc les salaires sont transparents aussi. D'accord, donc tout le monde connaît les salaires de tout le monde? Ouais, dans l'équipe, ouais. Dans l'équipe et aussi des managers au niveau c'est-à-dire tout le monde dans mon équipe connaît mon salaire. D'accord. Et de leur manager. Et tout le monde connaît aussi les évolutions salariales, tout le monde connaît aussi les compétences des autres et comment ils peuvent s'améliorer. Ce qui permet aussi, au quotidien, tu sais que telle personne elle a un axe d'amélioration là-dessus, tu peux l'aider, quoi, tu le sais. D'accord. Comment c'est indexé la compétence et la rémunération? Comment vous avez, j'imagine qu'il y a un algorithme derrière avec une pondération. Comment ça marche? Tu peux nous dire comment vous l'avez créé et tout? Donc là, on est en plus sur la version 2. On est en train de s'améliorer là-dessus. En fait, on a listé toutes les compétences et on a aussi regardé le secteur pour voir quelles sont les compétences, par exemple, d'un développeur. Après, en fonction de
on va dire, la seniorité, quelles compétences quelqu'un doit avoir pour pouvoir dire qu'il est à tel niveau ou tel autre niveau. Donc ça nous fait une sorte d'échelle. Et après, on évalue entre pairs ou on regarde les projets qui ont été faits pour savoir si quelqu'un a cette compétence ou pas. Et on discute, c'est pas top-down. Hein. Même les compétences, c'est issu essentiellement de workshops faits avec l'équipe qui disaient voilà, telle compétence est importante. Et de là, on benchmark régulièrement le marché. Soit il y a des études, soit on regarde les offres d'emploi sur les métiers similaires, dans les régions similaires, parce qu'il y a une différence entre Paris et la province en termes de salaire. Et on met à jour ça tous les 6 mois, et régulièrement, enfin, ces benchmarks-là. Et ça permet après de se dire, OK, sur quel niveau devrait se trouver quelqu'un à un instant T. D'accord. Et l'augmentation, on le fait une fois par an, parce que sinon c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué juste en organisation, et puis voilà, l'objectif c'est de se fournir aussi un objectif à 1 an et travailler dessus. Voilà. Et quand on recrute quelqu'un, on fait la même démarche finalement. C'est-à-dire que l'équipe le voit, on essaie d'évaluer ses compétences par rapport à cette grille-là, et puis d'un coup, ça nous permet de dire, voilà, il doit se positionner là. C'est un choix concerté par l'équipe de dire, bon, on fait le pari qu'il est sur ce niveau-là, donc il aura tel niveau de rémunération. C'est très exigeant parce qu'à un moment, vu que c'est transparent, on se doit d'être très objectif, très pointu. Faut pas... Les erreurs, elles sont assez difficiles à rectifier. Si à un moment, quelqu'un dans une négociation... Mais c'est aussi pour ça que les gens viennent, et c'est aussi pour ça... et puis voilà, tout le monde y croit, tout le monde y a participé, donc c'est quelque chose de juste. Ça a plein d'avantages. Il n'y a pas de différence d'âge, il n'y a pas de différence de sexe. Et, les hommes et les femmes, ils ont les mêmes rémunérations à niveau de compétences égales. Et ça permet de s'assurer de ça. D'accord. Comment ça se passe du coup si vous avez une personne, vous la voulez vraiment, mais elle négocie assez durement et elle est au-dessus de ce que vous lui donnez, vous refusez la personne? Il n'y a pas de marge de négociation? Elle existe, elle n'est pas grosse. Mais elle existe. Elle existe, c'est-à-dire qu'on a une grille où en fait on a une échelle. Donc, enfin, une plage, si elle se retrouve 2 plages au-dessus, mais après, parce que ça va créer des problèmes. Et oui, ça crée des tensions. Et à un moment, on se dit, bah, c'est pas la valeur. Ou alors, à un moment, on se dit, est-ce que c'est nous qui ne sommes pas décalés par rapport au marché? Et après, on ajuste. Ça arrive aussi, hein. C'est à un moment, le marché, il évolue, certaines technos deviennent très demandées, donc... et une personne qui arrive, elle n'est pas sur notre grille actuelle, on se dit, ok, est-ce que c'est notre grille qui n'est pas bonne ou c'est lui qui fait une demande trop forte? Mais ça nous est arrivé de se dire, ok, t'es très bien, on est sur une transparence, ce que tu demandes, on considère que ce n'est pas ce que tu devrais avoir chez nous, et parfois ça arrive de ne pas prendre des personnes pour ça. Changeons de sujet. Ouais. J'aimerais qu'on parle du programme de mentorat d'Open Classroom, parce qu'aujourd'hui je suis mentor sur ce programme, donc sur le programme iOS. Ok. Du coup, je vais parler un petit peu de mon expérience. Ok, très bien. Donc j'ai adhéré, je crois, février-mars de cette année. Et je suis très content de ce choix d'être mentor, vraiment, pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que c'est une aventure humaine géniale. Ouais, j'ai plusieurs étudiants, je crois 4-5. Ouais. Et c'est vraiment génial de les suivre, on crée une vraie relation. Moi, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment un sens de responsabilité. C'est-à-dire que j'ai des personnes en face de moi qui ont des familles. C'est une période transitoire et parfois pas facile dans leur vie de faire cette reconversion, puisque c'est un investissement pour eux, financier et en temps surtout. Du coup, moi, je me sens une responsabilité envers eux de donner le meilleur de moi-même. Ouais. Et ça me fait énormément progresser, en fait, tant sur l'aspect pédagogique, mais que sur l'aspect technique aussi. D'autant plus que pour expliquer parfois certains concepts, on ne peut pas en avoir une connaissance superficielle, il faut vraiment approfondir parce que la personne va nous poser des questions, il faut être à même à répondre à ces questions. Donc, de ce point-là, d'un point de vue humain et même technique, ça m'a beaucoup apporté. Donc, je suis très content d'avoir adhéré à ce programme. Bien sûr, c'est une source de rémunération, je vais y arriver, puisqu'on est rémunéré à l'heure de session qu'on fait. Si je peux me permettre juste une petite suggestion. Bien sûr. Ce que je trouverais vraiment bien d'ajouter éventuellement, et c'est que mon avis, je ne sais pas s'il y a d'autres mentors peut-être qui ne partageront pas cet avis, c'est de rajouter un système de revue de code
peut-être entre les sessions ou une fois, je sais pas, par mois ou 2 fois par mois. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque j'étais, on faisait beaucoup de pair programming en fait. Donc en visioconférence, je leur pose des petites questions pour m'assurer qu'ils aient bien assimilé le cours au début. Je les teste un petit peu et ensuite on va faire du pair programming ensemble, etc. Où je vais les faire développer. Et souvent, en fait, je me rends compte que j'ai pas forcément, lorsqu'ils commencent un projet ou qu'ils sont au plein milieu de projet, une vision globale en fait de tout l'ensemble du code et de la logique parfois qu'ils ont adoptée. Et du coup, j'ai peur qu'ils partent dans une mauvaise direction ou qu'ils n'optimisent pas assez le code parce que j'ai pas ce recul et tout, et parce que j'ai du mal à l'avoir en fait lorsqu'on est en one-to-one. D'où l'idée, je me dis, de rajouter ce petit système de revue de code. Est-ce qu'ils utilisent systématiquement GitHub ou pas? Oui, je les oblige. Et ils te donnent accès à leur repo. Et ce qu'il te faudrait, c'est une interface où… Alors, pas forcément une interface. C'est dire que sur les 5 sessions qu'on a par mois, en dédier une exclusivement à la revue de code que moi je pourrais prendre, je serais du coup rémunéré. Ça m'arrive de le faire des fois, de manière, on va dire… Ok. Après, je leur tape dessus un petit peu quand ils ne pushent pas leur code et qu'ils ne committent pas, que je vois que ça n'a pas été remis à jour sur GitHub. Mais ouais, je trouve ça intéressant. En fait, ouais, c'est intéressant. Télécharger, tester, prendre le temps en fait de… Qui serait en fait en dehors d'une session de mentorat. Exactement. C'est une très bonne idée. Je vais la soumettre à… Tu vois derrière là, c'est Ibis. Tu la connais déjà, non? Oui, Ibis, d'accord. Je ne savais pas que c'était une personne, je pensais que c'était juste un nom standard, etc. Ah non. C'est elle qui s'occupe, exactement. Tu la vois en vrai. Donc je pense que après tu iras peut-être la voir si elle est plus… Là, elle est en entretien, mais carrément, on va faire une suggestion. Nous, ce qu'on doit te faire maintenant, parce que comme on est une plateforme, et pour revenir sur aussi le rôle de CTO, c'est comment ton besoin… J'arrive à voir si il est partagé, il est généralisable, on peut l'affiner, on peut trouver une solution et voilà. Mais je prends note. Écoute, merci pour l'écoute. Et je voulais rebondir sur quelque chose que tu dis et qui est très important et qui est cœur chez Open Classrooms. Tu vois, tu parlais de ton expérience de mentor. Tu as déjà eu des étudiants qui ont fini ou pas encore. Donc là, tu verras, c'est encore une satisfaction supplémentaire. Tu vois des personnes qui n'avaient pas de métier ou qui avaient un métier qui ne leur plaisait pas, qui ont une famille, qui avaient des petits salaires. Nous, on forme à des métiers en plus où souvent le niveau de vie est un peu plus élevé que la moyenne, donc tant mieux. Et ce qui motive tout le monde ici et ce qui motive aussi les mentors, c'est quand tu as quelqu'un qui passe du temps sur Open Classrooms, qui change de métier, qui aime son métier, ça change sa vie. C'est une aventure humaine incroyable. C'est gratifiant et c'est une motivation incroyable. C'est le moteur des gens ici. On a beaucoup d'étudiants et donc ça arrive régulièrement. Et donc quand on a ces feedbacks-là, c'est incroyable de travailler dans une entreprise où tu as des gens qui disent vous avez changé ma vie, quoi. Oui, bien sûr. Et même s'ils vont pas au bout, je pense que tu dois le vivre avec tes étudiants. Ils vivent une aventure humaine aussi. Bien sûr. Il y a des nouveautés sur ce programme de mentorat qui vont arriver que tu peux nous partager, qui ne sont pas trop confidentielles. Des exclus. Qu'est-ce qui se passe? On travaille sur plein de sujets, mais ce sera abordé. Il y a un sujet, mais il prend un peu de temps, c'est de pouvoir avoir aussi tout ce qui est session de mentorat vidéo, mais sur la plateforme. Parce qu'en fait, en termes de simplicité, de compréhension, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Mais bon, ça prend un peu de temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le mentorat? J'ai pas tous les points, il y a beaucoup de choses. Mais on travaille aussi sur un sujet qui est un peu plus, on va dire, technique, mais c'est notre capacité à assigner les bons mentors, enfin améliorer l'assignation des mentors avec les étudiants en fonction aussi du calendrier du mentor, du calendrier d'étudiants. Il y a tout un travail de matching étudiant-mentor, voilà. Tu as déjà vu aussi quelques nouveautés, c'est aussi permettre d'identifier assez rapidement les problèmes qu'il peut y avoir, soit pour un étudiant, soit dans la relation mentor-étudiant, soit dans les deux sens. Parce qu'à un moment, il y a des étudiants qui peuvent perdre le fil et comment
on met, parce qu'on a aussi une grande partie de student success chez Open Classroom, comment après on met des aides aussi pour les mentors en interne pour pouvoir gérer les situations d'absentéisme ou des gens qui ont perdu une motivation. On ne peut pas mettre tout ce poids-là sur les mentors, donc on a aussi une équipe qui aide. Donc il y a ces choses-là qui ne sont pas forcément visibles sur la plateforme, mais tu vois, récemment il y a eu les indicateurs de comment s'est passée ta séance. Oui, je l'ai vu. Mais c'est aussi un bon indicateur d'alerting, de dire ça fait longtemps que ça se passe mal ou ça se passe moins bien. Voilà, essayons de voir ce qui se passe. Et il y a plein de raisons derrière. Ça peut être des raisons de motivation, des raisons personnelles, des raisons diverses. Il faut le traiter. C'est pas taper sur le doigt, c'est pas ça. Nous, on est dans l'accompagnement. Enfin, tu dois le voir, mais c'est comment on arrive à identifier ces gens-là et comment on arrive à les aider. D'accord. Est-ce que les étudiants, parce qu'il y a cette évaluation qui est faite du mentor, enfin de l'étudiant par le mentor, et est-ce que les étudiants évaluent aussi les mentors pas sous cette forme-là. Mais il me semble, je suis désolé, hein, le périmètre de la plateforme, je ne le connais pas totalement. Il existe aussi, il y a une boucle de feedback. Maintenant, pareil, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, parce que je pense que pour un mentor, pour s'améliorer, c'est intéressant de savoir. On veut l'améliorer aussi dans le sens où à quel moment on lui demande son feedback. Beaucoup de psychologie derrière la prise de feedback utilisateur. Tu fais une séance qui se passe mal. C'est un peu comme on l'a tous vécu avec des professeurs. Il y a des professeurs pendant l'année, on les a haïssés. Et puis avec le recul, on se dit ah bah mince, c'était dur avec lui, mais finalement je m'en souviens et c'est grâce à lui où j'étais super bon. Donc c'est difficile de prendre un feedback à chaud, puisqu'il peut ne pas être, enfin, il peut être plus émotionnel en fait que réfléchi. Il le faut. Il y a des feedbacks plus ou moins chauds. Donc juste à la fermeture de la session, ça peut être une chose, 24 heures après. Mais aussi une fois que tout le mentorat c'est fini, c'est-à-dire après on change de projet, donc on peut changer de mentor. Et puis à la fin de la formation aussi. C'est tout ça et trouver la bonne pondération entre tous ces feedbacks-là. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple. C'est très compliqué. C'est très humain et ce qui est intéressant, c'est-à-dire que la technologie peut des choses, l'humain apporte. Nous, ce qu'on fournit aussi et avec l'aide des mentors, c'est l'accompagnement. Il peut pas être juste technologique. Il peut pas être juste tiens, tu reçois un pouce parce que tu as validé un cours. Surtout sur de la formation longue, on voit que la notion de motivation, elle est très très importante et la motivation de badge et tout, elle est pas suffisante. Il faut à un moment quelqu'un à qui se confier parce qu'on a des hauts, des bas et c'est des projets qui peuvent durer de 6 mois à 2 ans. 2 ans pour les plus longs. Déjà sur l'alternance, c'est du 2 ans et après il y a des gens qui travaillent donc ils ne sont pas sur le même rythme. Bien sûr. Il faut garder la motivation même pendant 6 mois. Donc sur 2 ans et c'est là où il y a toute une partie technologico-humaine à travailler. Ça rend bien en résonance avec une autre question que je voulais te poser. Alors, je ne sais pas si c'est toi du coup qui a écrit cet article, Building Our Way to Better Products. Ouais, qui doit plus être très à jour par rapport à ce qu'on fait, mais c'est moi qui ai écrit cet article-là pour le coup. J'avais noté sur la construction d'un bon produit. Construire un bon produit, c'est construire un produit qui fonctionne et qui embrasse le changement. Ouais. Pourquoi c'est important d'embrasser le changement ? Parce qu'en fait, prenons le cas inverse. J'ai construit un produit qui ne peut pas changer. Mais en fait, les changements, il y en a partout. Tu me parles de changement par rapport à des besoins que tu as sur la plateforme. Le business model peut entraîner des changements. Et parfois, dans beaucoup d'équipes, le design applicatif qu'ils ont mis ou le code ou la façon dont ils gèrent le produit, ils se disent c'est comme ça et en fait si on bouge ça va être compliqué et donc tout nouveau changement qui apparaît qui peut être bien pour l'utilisateur, bien pour le business, bien pour tout, il y a un frein à ça en se disant ouais mais bon tu vois nous ça va avoir beaucoup d'impact donc dès le début il faut se dire ok comment je construis quelque chose où le changement je l'accueille et pas je le rejette. Et donc c'est sur plein d'aspects, c'est sur comment on gère nos projets, comment on gère notre produit, comment on gère notre code, comment on gère l'architecture de notre code. Pour faire que, ok, est-ce que je suis sûr que j'ai construit ça, demain, si je dois faire un changement, il faut que c'est le moins d'impact. Comme ça, au moins, on embrassera le changement. Et on se dira, ok, ça change,
mais je le vis bien. Et c'est pour fournir une meilleure expérience utilisateur ou rapporter plus de business. Bien sûr. Ça résonne beaucoup avec ce que m'avait dit un de mes premiers mentors lorsque j'ai fait mon stage de fin d'études en école d'ingénieur, qui m'avait dit on code pour demain. Il me disait cette phrase très souvent. Il me disait non, tu vois, ça va pas parce qu'on code pour demain. Ouais, exactement. Il me le répétait très souvent cette phrase. Parce qu'il y a cette construction, il y a cette évolutivité qu'il faut prendre en compte et qu'il faut anticiper en fait. Alors nous, on code pour demain, on a aussi notre expression, c'est sur des tasses de café dans la boîte, c'est aujourd'hui j'écris, excuse-moi le terme, la merde de demain. C'est qu'en plus on est en constante évolution. C'est-à-dire qu'à un moment on se dit waouh, là c'est bon, ce que je fais c'est super clean. Et quand on regarde à ce qu'on a fait 6 mois avant, on se dit vraiment j'ai progressé, c'est plus comme ça qu'il faut faire. Et donc en fait, ton code d'aujourd'hui, c'est la merde de demain. Et donc tu te dois te dire comment je fais que ça, je pourrais le changer aussi, comment l'améliorer. Et il y a plein de mécaniques pour ça. Des tests, hein. Mais d'autres mécaniques sur l'architecture applicative. Voilà. Parce que le changement, il est de plein de façons. Il est fonctionnel, c'est le principal changement. Il peut être d'infrastructure. J'utilise Framework, telle librairie, tel truc, mais elle va changer. Voilà, c'est comment réussir à gérer tout ça. Vous avez des temps de refacto qui sont inclus dans les sprints. Comment vous fonctionnez d'un point de vue du développement? Bah, en fait, pour l'intégrer, en fait. Tu as plusieurs solutions. Tu as quelque chose déjà qui est à mettre dans la culture d'une équipe technique, c'est ce qu'on appelle la Boy Scout Rule. Je ne sais pas si tu connais la Boy Scout Rule. Je ne connais pas le terme. Donc, les Boy Scouts, ils ont une règle qui dit tu laisses partout où tu vas plus propre que ce que c'était en arrivant. En fait, ça s'applique aussi dans le code. Je viens rajouter un truc dans une classe ou n'importe quoi et finalement on fait plus ça comme ça. Je fais un peu de refacto. C'est pas la grosse refacto, c'est juste cette variable-là, je l'ai pas compris, elle était mal nommée, je la renomme. Et à force, tu nettoies en continu ton code. Et après, la refacto, c'est-à-dire, on va pas dire maintenant je fais que de la refacto. On va dire ok, je dois mettre à jour cette fonctionnalité. Bon je vais cleaner tel que c'est maintenant. Et elle est aussi induite par ton architecture. Et nous, on a mis en place une architecture qui s'appelle la Clean Architecture. Tu as dû voir plusieurs articles dessus. Qui fait que c'est une architecture qui embrasse le changement. C'est-à-dire que on est très orienté fonctionnel et le changement est essentiellement fonctionnel. Donc finalement, quand je fais un changement, j'ai pas besoin de faire beaucoup de refacto. C'est juste, je modifie. Donc, c'est pas bon de se dire j'ai du temps pour la refacto. Il faut que ce soit partie de tout processus. Sinon, tu te retrouves sur des équipes techniques qui sont pas alignées avec le fonctionnel et qui refusent le fameux changement de dire ouais, je veux passer 2 semaines de refacto. Ouais, mais t'apportes pas de valeur business, t'es pas dans la bonne mécanique. Tu vois, faut qu'elle soit continue et d'opportunité. Je dois modifier tel bout du site. Ok. Parce que de toute façon, tu fais de la refacto et comme je t'ai dit, c'est la refacto, ça sera le mauvais code de demain. De demain, oui. D'accord. En commençant à travailler sur ce podcast, j'ai pensé à 2 copains à moi qui ont 3 ans d'expérience dans le développement et qui vont certainement être très inspirés et admiratifs de ton parcours. Quels sont les conseils que tu leur donnerais pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Ça dépend sur quoi ils veulent avancer. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est assez intéressant. En France, on a souvent cette vision de t'es développeur, si tu veux évoluer à un moment, tu deviens manager, quoi. Et c'est pas forcément vrai. Enfin, nous, on défend pas ça. Il y a une voie pour l'expertise, il y a une voie pour le management. Donc, s'ils veulent développer leur expertise, soyez curieux. Et surtout, et c'est un truc qu'on est en train de changer sur Open Classroom, particulièrement sur les parcours, réfléchissez fonctionnel. La façon dont le développement est enseigné, trop généralement, c'est de la technique. Le premier truc qu'on apprend, c'est de l'algo, du code. Pourtant, c'était le début de notre conversation. C'est un métier, on apprend le métier des autres. Donc, comment en fait, le code est un support pour le fonctionnel. C'est-à-dire, comment maintenant on oriente sa réflexion sur le fonctionnel, la réutilisabilité, le changement. Et de voir maintenant qu'est-ce qu'on peut travailler en compétences
dans le code pour pouvoir aller vers ça. Ça, c'est pour la partie développement et expertise. Pour la partie management, s'ils veulent se diriger sur cette partie-là, il y a plein de choses à voir. Travailler surtout l'empathie. Et le management, c'est quelque chose qui peut être très subjectif, mais il faut aussi travailler dans l'objectivation de cette subjectivité. Donc, il y a des méthodologies. Tu parlais tout à l'heure des augmentations. Tu vois, on pourrait dire, ou des évaluations. Tu pourrais dire, ouais, je pense que lui, il est bon, il mérite 10K de plus, ou machin. Mais en vrai, c'est encore mieux si tu arrives à l'objectiver, si tu arrives à travailler. Donc, revenir sur les mécaniques d'objectivation, travailler sur soi, se faire aider. Moi, je me suis fait aider aussi. J'ai eu des coachs, j'ai lu. T'as lu quoi? T'as lu des livres sur le management qui t'ont aidé à appréhender et aujourd'hui que tu utilises? Ouais, t'as des livres sur le management, mais tu vois, les livres, c'est bien, t'en as qui te donnent vraiment des bases. Après, t'as aussi des articles et t'as aussi le retour d'expérience. Ouais. Les livres, c'est bien, il faut en lire. Les articles, il faut en lire, il faut faire de la veille. Et puis, il faut parler avec des gens qui vivent les mêmes choses que toi dans d'autres équipes ou dans d'autres entreprises. Aller au meet-up, se créer un petit réseau, mais juste d'échange. C'est d'autres problèmes, mais peut-être, mais nous, on fait ça chez nous. Waouh, super bien, je vais le faire chez nous aussi. Échanger. Échanger, l'humilité, se remettre en question. Et se voir aussi comme... Après, il y a plusieurs philosophies de management. Mais nous, on est plus sur la partie servant, c'est-à-dire le rôle du manager, il est d'aider les autres à s'améliorer. Voilà. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que en français, on dit chef de projet ou chef d'équipe. En anglais, c'est project manager. Et ça ne veut pas dire pareil. En France, on a la notion de chef. Tu es le chef, donc c'est ta décision, tu dois l'imposer, tu dois faire ce que tu dis. Alors que l'autre, c'est gestionnaire. Et quand on se met ça en tête, quand on se dit je suis un gestionnaire d'équipe, par exemple, c'est une philosophie très différente que être chef d'équipe. C'est-à-dire qu'on se doit d'aider les autres. Alors que là, sinon, c'est je dirige l'équipe. D'accord. Du coup, là, on va rentrer dans les dernières questions du podcast et ça va certainement rebondir avec ce que tu viens de dire. Quel est le meilleur et le pire conseil qu'on t'ait donné? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en plus, tu vois, ton métier, il change beaucoup en fonction de la taille d'entreprise et tout. Après, ça peut être le meilleur conseil à un moment donné, dans un contexte donné. Tu vois, un des meilleurs conseils en tant que manager qu'on m'ait donné, c'est de passer plus de temps dans mes discussions à l'analyse du problème de l'autre. D'accord, c'est-à-dire? C'est-à-dire que souvent, quand tu es manager, quelqu'un arrive vers toi, on a une tendance à penser naturellement, solution directe. Et donc, il exprime son problème et hop, direct, je trouve une solution. Là où en fait, on passe pas assez de temps à comprendre c'est quoi sa motivation fondamentale. Est-ce que c'est le problème ou il y a un autre problème derrière? Et comment en fait cette personne-là, on peut l'aider à trouver elle-même des réponses à des solutions et qui sera en plus la réponse à son problème fondamental. Donc, d'écouter plus et de passer plus de temps dans l'analyse ou à faire ressortir quel est le problème de la personne en face, ça va être un très bon conseil. D'accord. Et le pire, c'est souvent par des gens qui ne savent pas ce que c'est l'environnement d'une équipe technique. C'est un écosystème en soi. Et c'est pour ça que souvent on dit que c'est difficile d'être manager d'une équipe technique si on n'a jamais fait de développement. Parce qu'en fait, on se retrouve sur des profils qui sont assez proches de l'artisanat ou des ouvriers. La notion de travail bien fait est importante. Et très très importante dans cette équipe. On voit des gens qui partent d'une entreprise, ils ont un bon salaire, c'est à côté de chez eux, super conditions de travail, mais ils ne sont pas contents de la qualité de leur travail. D'accord. Et ça arrive, enfin tu dois en connaître. Et donc de se dire, productivité avant la qualité, c'est pas un bon conseil. La qualité mène à la productivité. C'est dans ce sens-là. Le pire conseil, du coup, c'était plus... Sacrifie la qualité à la productivité. C'est-à-dire, tous les raccourcis que tu prends, tu les payes derrière. De toute façon. Et tu les payes x10. Par contre, en plus, quand tu fais de la qualité, c'est facile d'améliorer sa productivité.
Par contre, quand tu as tout misé sur la productivité et tu veux améliorer la qualité, c'est pas le bon ordre. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est la notion de dette technique quelque part. Tu as eu la notion de dette technique et puis la notion de points. Tu sais, tu as parlé à un moment, qu'est-ce qu'on mesure chez Open Classrooms, mais après, il y a qu'est-ce qu'on mesure. Je t'avais dit, chez nous, on mesure des choses différemment. Nous, ce qu'on mesure, c'est est-ce que le service, il est fonctionnel, premier point. S'il n'y a pas de service, il n'y a pas d'entreprise. Ça ne marche pas. Le deuxième point en ordre d'importance, c'est la qualité. Est-ce que ce qu'on délivre, c'est de bonne qualité et donc facile à modifier, facilement. Voilà, parce qu'en fait, ça fait gagner en vélocité. Troisième point, c'est tout ce qui est autour de l'efficience. Est-ce qu'on a le focus sur les tâches les plus importantes? Est-ce qu'on a une bonne vélocité? Est-ce qu'on a aussi une bonne collaboration? Et le dernier point, c'est la prédictabilité, qui est est-ce que quand on dit ça va prendre tant de temps, ça prend tant de temps et que ça prend. Voilà. Mais dans l'ordre, le service, il est fonctionnel, tu fournis de la qualité, puis tu es efficient. Parce que tu peux avoir l'équipe la plus productive du monde, si elle te met que des bugs en prod, ça ne te sert à rien. Ouais, bien sûr. Tu fais toujours un petit peu de développement ou plus? Ouais, un peu, pas beaucoup, un peu. D'accord. Pour garder la main dedans ou plus par curiosité? Pour deux raisons. Ça me détend. Ouais. Parce que je gère beaucoup d'humains, je gère beaucoup de choses. Et en fait, le code, d'une certaine façon, tu as la main dessus. et c'est pas grave que j'ai pas la main sur l'humain, c'est pas ça que je recherche derrière. Mais à un moment, tu as une certaine prédictabilité de ce que tu vas faire. Et c'est bien de temps en temps. Donc ça me détend. Et puis il y a des sujets qui demandent une grande compétence ou c'est un peu compliqué, ou il faut que j'amène un peu de vision un peu plus large. Parce que parfois, n'importe qui, on peut avoir la tendance, tête dans le guidon, mais voilà, prends un peu de recul. Et c'est aussi un moyen de temps en temps de revoir le bon fonctionnement de nos processus. Maintenant, je ne fais rien d'opérationnel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune tâche opérationnelle qui est où on a une deadline, n'importe quoi, qui va être sur moi. Il ne faut surtout pas. C'est quoi le temps de développement? Ça dépend des mois. Il y a des mois où j'en fais pas. Il y a des mois où je vais passer 1 heure par jour dans les bons mois, ce qui est énorme. Par contre, je fais régulièrement, je fais des reviews ou du pair programming. Pair programming, j'en fais pas mal en fait. Pair programming, j'en fais pas mal. Du code, moi, tout seul derrière mon ordi, c'est rare. Pair programming, c'est encore régulier. Ouais. Avec des profils un peu plus juniors? Tout profil. Tout profil. Tout profil. Avec des plus juniors, pour qu'ils voient certains points. Après, ils ont des seniors qui peuvent faire. Avec des seniors pour expliquer aussi ce que c'est le pair programming, pour affiner des notions. Non, pair programming, j'en fais souvent. Je pense que j'en fais 1 à 2 fois par semaine, facilement. D'accord. Ok. Si tu pouvais dîner avec n'importe qui dans le monde, tu choisirais qui? Damon Albarn. Qui ça? Damon Albarn. Qui c'est? À la base, c'est le chanteur de Blur. Mais il a fait plein de choses dans plein de styles différents. Il a des labels. Je pense que ça serait lui. C'est pas dans le code. Ouais, pas du tout. Et puis si c'était dans le code, Ken Beck. Ken Beck. C'est quelqu'un qui a influencé énormément le développement. C'est celui qui a écrit JUnit à la base, donc les tests unitaires, qui a écrit la méthode Extreme Programming, qui a été aussi un peu à la base, même si c'est pas lui qui a écrit les design patterns, mais qui a aussi une vision très forte sur le changement. Là, il a des théories sur les 3X, Explore, Expand, Extract. Dans la phase d'un développement de produit, tu as une première phase d'exploration. Donc, tu cherches. Une deuxième phase qui est, d'un coup, tu as trouvé quelque chose et tu expandes, donc tu grandis. Et à un moment, il faut que tu extrais la valeur, qui est aussi une valeur business de ce que tu as trouvé. Et à chaque phase, correspond plusieurs types d'équipes, plusieurs types d'organisations, plusieurs types de codes. En exploration, on en a parlé aussi tout à l'heure. Tu codes pas vraiment, tu dois faciliter l'exploration. En période d'expand, tu te concentres essentiellement sur la scalabilité. Est-ce que c'est bon, j'arrive à gérer tout ce qui rentre? Et puis en mode extract, c'est comment maintenant tu arrives à optimiser ce que tu as fait. Et
pour l'optimiser, pour optimiser tes coûts et retirer les bénéfices de ton produit. Si tu avais un téléphone magique qui te permet d'appeler Romain qui a 18 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, ça se trouve, je l'ai déjà fait. Parce que c'est marrant, à 18 ans, j'ai eu un changement de perception de beaucoup de choses. Et finalement, peut-être que j'ai eu ce coup de fil-là. C'est vraiment le changement qui s'est passé, c'est vraiment plus sur la concentration, sur vivre ses passions à fond, pas avoir de regrets et pas faire n'importe quoi non plus. Donc, cette personne-là, à 17 ans, j'aurais dit ça et c'est ce qui s'est passé à 18 ans. Je pense que moi, j'ai eu un vrai revirement un virement énorme à 18 ans. Mais aussi un revirement parce qu'à un moment, dans ma vie ou dans mes études, je me suis retrouvé à faire des choses que j'aimais. Et donc, en fait, on perçoit ces études très, très différentes. Quand ce qu'on fait, on en est passionné. Donc, je lui dis, bah, tu as bien fait de vivre tes passions à fond et tu as bien fait de mettre l'énergie qu'il fallait dessus et de te fixer ces objectifs-là. D'accord, donc ne pas avoir de regrets, essayer de vivre ses passions, ça serait ça que tu lui dirais. Ouais, après, attention à regret, faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais de se dire, tu sais, je suis l'exemple de... tu vois, j'ai galéré à certains moments quand j'étais à Fnac et que je gagnais 600 balles par mois et que j'essayais de faire la musique. Et puis maintenant, tu vois, je suis CTO d'Open Classrooms et je dis pas que c'est une réalisation en soi, mais j'ai plus de problèmes d'argent, enfin moins de problèmes d'argent, mais tu vois, je fais un métier qui me passionne aussi et en fait, dans la vie, tu as des changements qui arrivent. Donc, j'ai essayé de vivre à fond ma passion pour la musique, j'ai pas de regret à avoir là-dessus. Et puis, je vais une autre passion là et on peut changer et on se doit de changer. On touche à la fin de l'interview. Donc pour les gens qui ont écouté ce podcast, qui veulent connecter avec toi ou tout simplement qui veulent participer à Open Classrooms d'une manière ou d'une autre, comment est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec toi ou avec Open Classrooms? Tu as plein de façons différentes. Tu as parlé du mentorat, et ben, on a une adresse email ou sur le plateforme. Les gens qui veulent devenir mentors, on les accueille. Les gens qui veulent aider sur les cours, il y a plein d'opportunités, il y a plein de postes ouverts. Il y a aussi jobs.open classrooms. S'ils veulent discuter avec moi, ils pourront me contacter soit via le support, soit ils me trouveront sur LinkedIn, soit ils me trouveront sur Twitter. On organise beaucoup de conférences aussi. Oui. Sur quel sujet? Sur Paris. Qu'est-ce qu'on a qui arrive là? On a Human Talk qui arrive la semaine prochaine. On a QA Ministry, donc une conférence plutôt sur... c'est des meet-up qu'on héberge. Donc, on en a plein, on s'occupe de temps en temps, on héberge le meet-up Symfony, Design System, on a des meet-up pour les mentors, on a des meet-up pour l'éducation en général. Je suis souvent là, donc c'est un moyen de me voir aussi. Plein de façons. Ceux qui veulent me parler, je leur parlerai avec grand plaisir. Il y a plein de façons de me trouver. Ça marche. Merci beaucoup, Romain. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à vous abonner. À très bientôt pour un prochain épisode.